À la fin de l'année 1978, le Centre de création industrielle du Centre Pompidou a organisé une exposition sur ces pavillons témoins de la révolution industrielle que furent les gares ferroviaires et que le poète Blaise Cendrars qualifiait de plus belles églises du monde, tandis que le peintre Kazimierz Malevich les comparait à des volcans de la vie. L'exposition, intitulée Le temps des gares, s'articulait autour de plusieurs concepts tels que Nouvelle Tour de Babel, Décor et décorum, Temple de la technologie, Pivot de la ville, ou encore, et c'est ce qui nous intéresse ici, Incitation à l'imaginaire. Y figuraient nombre d'œuvres quasi contemporaines de la construction du chemin de fer, telle cette vision mystique du progrès par un paysagiste écossais qui peignait sur le motif à l'instar des artistes de Barbizon, ou cette huile étonnante de la gare Saint-Pancras par un peintre irlandais spécialisé dans les rideaux de scène pour le théâtre ou l'opéra et dans les grands événements touchant la famille royale britannique. C'est aussi là que j'ai découvert les œuvres de ce graveur anglais, connu pour ses lithographies de la construction du chemin de fer de Londres et de Birmingham, devenus des standards. Mais pour des raisons sans doute pratiques, et à moins que ma mémoire ne me fasse défaut, n'y figurait aucune des 12 peintures que Claude Monet consacra à la gare Saint-Lazare, et qui sont, elles, des temples de l'art moderne. Cette série, comme tant d'autres, valut pourtant à l'artiste de multiples critiques, pour son approche méthodique voire scientifique des effets de lumière et d'atmosphère. C'est assez cocasse, au bout du compte, concernant le peintre des peintres. Plus judicieux et sensibles à mon sens furent ceux qui y virent la manifestation d'une communion directe entre le peintre et son sujet. D'autant que Monet, avançant en âge et perdant peu à peu la vue, ne fera qu'attiser cette communion, la chargeant d'imaginaire, de mémoire et de poésie, ouvrant grande la voie à l'abstraction lyrique. Ceux dont l'intérêt pour la peinture remonte à l'invention de l'art abstrait le savent-ils seulement. C'est en découvrant à Moscou une meule de foin de Monet que Kandinsky aura la révélation du pouvoir de cet art. Mais je m'égare. L'impressionnisme a essaimé jusqu'à Melbourne, comme on peut le vérifier, avec cet artiste représentatif de l'Heidelberg School. Il vous faudra toutefois vous déplacer en Australie pour admirer ses œuvres. Avant de devenir le musée que l'on sait, Orsay fut pendant plusieurs décennies une gare ferroviaire. Elle fut classée monument historique 8 ans avant d'ouvrir au public ses collections du XIXe siècle. Si ce peintre fasciné par les voyages a privilégié les ports aux gares, ses dessins au pinceau, épurés à l'extrême, font mouche dans tous les domaines. Sa gare Montparnasse est une merveille de simplicité. De retour à Paris après un exil brésilien de plusieurs années, Vieira da Silva imposa rapidement son regard singulier et son art tout à la fois intuitif et sophistiqué qui redessine l'espace avec autorité. Les gares et le chemin de fer tiennent une place de choix dans l'œuvre du surréaliste belge Paul Delvaux, au point qu'il est le seul artiste peintre à avoir été distingué comme chef de gare honoraire. Contre un régiment, disait un poète, j'oppose un cerveau et un cheval noir contre un train blindé. Nul doute qu'ici, le peintre est aussi opposé l'individu au progrès mécanisé, tout en sachant lequel va in fine l'emporter. 45 ans après sa présentation à Paris, puis en province et à Berlin, Le temps des gares reste l'une des expositions phares de ma vie, parce qu'elle m'a permis de comprendre qu'une voie de chemin de fer va bien au-delà de ses points de départ et d'arrivée. Plus qu'un symbole finalement assez convenu de la révolution industrielle, la gare ferroviaire est une parfaite métaphore de l'indispensable communication entre les humains.